Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver, Tribune de Presse. Encore une fois, nous revenons sur l'actualité. L'actualité aujourd'hui, c'est la retraite. Vous savez, le contrat, maintenant, on demande le contrat, la nature du contrat. Qu'est-ce qui a été dit dans le contrat? Et puis, on signale même la date, le 28 novembre. Qu'est-ce qui s'est effectivement passé le 28 novembre? C'était où? Devant qui? On voudrait le savoir. Et les responsabilités vont être comment les responsabilités seront finalement partagées? J'ai quand même à un moment donné honte d'entendre les hommes politiques opiner dans le sens de la médiocrité, c'est-à-dire ils se glorifient d'une faute, d'une erreur, et c'est quand même assez honteux pour ça. Ben on en parlera quand même. Jean-Pierre Bemba écope d'une année de prison, on va le dire, et puis il doit payer 300 000 $. Qu'est-ce qui va se passer pour la carrière de Jean-Pierre Bemba? Est-ce que c'est fini? Ou va-t-il encore continuer? Eh bien, la Mouka, où en sommes-nous? On en parle aujourd'hui, mesdames et messieurs. Deux invités. Eh bien, ça sera la première fois pour eux de se rencontrer. Mais ce sont des habitués de cette émission. Manix Iyenda Bofaya, communicateur du changement, le coordonnateur de changement, on va dire, hein, communicateur de changement. Comment tu vas, Manix? Ça va très bien, tu peux approcher, hein, ça va très bien, Christian Boussembe. Merci beaucoup. Il y a un rouge. C'est une république maintenant de couleurs. C'est béret rouge. Et ça, aujourd'hui, maintenant, on a un on va dire ça encore. Un petit bandeau rouge. Ah, bandeau. Ouais, qui a une très grande signification par rapport à notre combat. Nous nous appelons les communicateurs de changement. Oui. Et donc, ça, ce n'est qu'une symbolique du combat qui a été mené par tous les martyrs de changement, à l'occurrence Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, Patrice Emery Lumumba, Mamadou Ndala, Mzee Laurent Désiré Kabila. Ceux-là qui ont mouillé leur maillot, qui ont sacrifié leur vie, qui ont versé leur sang pour obtenir effectivement un changement de la République démocratique du Congo. Nous prenons ce combat-là et nous faisons la continuité, quoi de plus normal, mais seulement nous disons non à tous les indices militaires qui transforment la scène politique à une sorte de milice, et ça pour nous c'est une bombe. Alors ça c'est plutôt un truc de sport. Vous interdisez les indices militaires, et si ils interdisent aussi les indices sportifs, qu'est-ce qu'on va faire finalement? On va laisser peut-être la politique à ceux qui lisent. Non mais écoutez, ça ce n'est qu'un, je l'ai bien dit, ce n'est qu'une symbolique historique, je l'ai contextualisé et ça n'a rien à voir avec les indices militaires. Très bien. Il faut vraiment qu'on comprenne les choses dans ce sens. Alors vous rencontrez pour la première fois Christian Emango, juriste et aussi président de l'Assemblée des hommes libres. Christian, comment allez-vous? Bien, très bien, très bien. Christian Boussembe, cher Homo. Très bien. Très content de me rencontrer pour la première fois, comme vous dites, à Manix, communicateur du changement. Ben, nous, on félicite et on espère bien qu'ils vont effectivement imprimer les changements et que ce ne sera pas des attaques personnelles. J'ai vu déjà qu'il fallait poser la question à Martin Fayoulou. Qu'est-ce qu'il veut? Il cherche autour du plan de sortie des crises. Bon, je crois qu'ici, c'est en fait le bon débat qui va se dérouler. Parce qu'il y aura des réponses claires à ça. Il n'y a pas lieu de pouvoir se casser les dents à chercher Martin Fayoulou. Moi, je crois que le plan de sortie des crises est très clair. Il suffit simplement d'observer, de voir la situation politique actuellement pour comprendre qu'il y a des crises par-ci, par-là. Et d'ailleurs, je pense que si nous avons suffisamment de temps, nous allons en parler dans le cadre de cette émission. Très bien. Je pense encore une fois de plus que les communicateurs du changement ne feront pas comme les communicateurs de la majorité présidentielle qui vient de passer ici, qui ont d'ailleurs fui ces plateaux ici que nous retrouvons. Nous ne les retrouvons plus en tout cas. Très bien. Alors c'est ce qu'on va voir. On va en parler. Hein. C'est vrai, cette histoire de changement, cette histoire des hommes libres. On en parlera. Alors là, déjà, commençons le débat sur la retraite. Ce mot de retraite signifie beaucoup pour ceux du FCC et du PPRD. C'est une question de s'auto-évaluer pour se préparer aux futures élections. Est-ce que c'est la rupture d'une alliance, Manix Iyenda Bofaya? Bon, moi je ne peux pas le percevoir dans le sens d'une rupture, d'une alliance entre le Front commun pour le Congo et l'OCACH. Chaque parti a la liberté d'émettre un certain nombre de stratégies par rapport à sa vision politique. Vous n'êtes pas sans oublier que dans la politique, la mission principale d'un parti politique ou encore d'un regroupement, c'est d'abord la conquête du pouvoir, l'exercice du pouvoir, mais aussi la conservation le plus longtemps possible de ce même pouvoir-là. Et donc, il faut émettre autant de stratégies et nous reconnaissons cette liberté-là à chaque regroupement ou encore parti politique. Mais c'est qu'il faudrait peut-être insister dans le cas sous examen, mais il ne s'agit pas
d'un compromis, des compromissions à la République. Si effectivement nos amis du Front commun pour le Congo s'est recroquevillés dans un coin de la République pour réfléchir, peaufiner des stratégies en vue de pousser notre République en avant, je dirais chapeau bas. Mais si c'est en train de le faire? Bon, moi, je suis un peu très dubitatif par rapport à leur démarche politique parce que déjà, il y a assez de faits précédents qui prouvent à suffisance que le Front commun pour le Congo aujourd'hui torpille, crache sur les acquis de la démocratie que nous avons obtenus dans les conditions d'ailleurs le plus piètres. Aujourd'hui, si vous analysez d'ailleurs le système politique qui caractérise en même temps le Front commun pour le Congo, aussi au regard de la philosophie politique de leur autorité morale, vous vous rendrez compte que c'est un système politique qui n'a rien à voir avec un régime tout à fait démocratique. Là-bas, c'est un pouvoir centré essentiellement vers la technostructure, c'est-à-dire vers le pouvoir du prince et ses collaborateurs, et c'est ces systèmes-là qu'on appelle de l'aristocratie. Et donc c'était un système politique aristocratique qui n'a rien à voir avec le peuple, avec les desiderata du peuple. Au contraire, il y a un autre paradigme de régime politique, cette fois-ci imprimé par un dépositaire d'un régime tout à fait démocratique, un peu à la logique d'Abraham Lincoln lorsqu'il définit justement la démocratie comme le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Là, je parle de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui s'attache... Il hérite une structure qu'il a... il hérite une structure, il hérite un moyen de faire. Peut-être c'est la mentalité qui pourra changer. Non, 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 non. Oh, si seulement vous essayez de faire le décryptage de la mentalité politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous vous rendrez compte que lui, il ramène le pouvoir au peuple, il donne le peuple son titre et sa qualité de souverain primaire parce que vous savez, au lendemain même du pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a eu conformité des visions entre l'acteur politique et le peuple l'a rappelé, Félix Kobo Sanate, Papa Alobaki, le peuple d'abord. Et désormais, cette forme de chanson patriotique est pour nous transformée comme notre fil conducteur qui nous guide vers un régime tout à fait démocratique. C'est comme ça que dans chaque action du président de la République, il est très sensible par rapport aux desiderata de la population. Et si même vous regardez son programme d'action qui est réparti sous 4 axes, il y a premièrement la bonne gouvernance, la croissance économique durable, mais aussi la création d'une société solidaire et enfin un grand chantier que le président de la République considère l'homme. Cet homme doit être transformé au moyen de la famille, de l'école, les travails, mais aussi de l'université. Alors, vous pensez, Christian, que le FCC ne serait-il pas en train de trouver des voies et moyens pour éjecter Félix Tshisekedi de son siège? Bon, cette question, je pense qu'il ne fallait pas me la poser. Honnêtement, c'est vous qui faites la police du débat, mais ce n'est pas la question qu'il fallait me poser. Moi, je pense que Félix Tshisekedi, est-ce que c'est à plusieurs reprises qu'on lui a déjà posé cette question, de savoir s'il se sentait vraiment président de la République et qu'il avait l'effectivité du pouvoir. Je crois qu'il faut lui poser cette question-là parce que je suivais encore hier. Vous pouvez vous-même comprendre quelle dichotomie, une assonance qui ressort même de ce qu'on appelle une coalition, dans la mesure où ceux qui sont habitués de suivre une radio, je dirais qui nous est très affective ici, pour ne pas la citer, mais que, ouais, par exemple sur Top Congo, qu'on reçoit un des membres du bureau politique du FCC pour lui demander est-ce que l'accord existe? Est-ce que vous connaissez le contenu de l'accord? Le monsieur vous dit, le contenu de l'accord, il y a une copie qui se trouve chez les présidents honoraires Joseph Kabila et l'autre copie qui se trouve uniquement chez Félix Tshisekedi. Il n'y a que eux qui connaissent les secrets. Alors on leur dit, mais si vous allez pour discuter, réévaluer la coalition FCC-Cash dont vous ne connaissez pas le contenu, vous n'avez pas de copie, mais vous allez aller discuter sur quoi? Donc, je pense que la question mérite d'être posée à Félix Tshisekedi lui-même, puisque c'est lui qui connaît le contenu de cet accord-là, parce que tous ceux qui sont autour d'eux ne connaissent pas qu'est-ce qu'ils se sont dit véritablement. Mais ils doivent se retrouver pourquoi alors? Qu'est-ce qui peut être à la base de leur rencontre? Donc c'est autre chose, parce qu'on a entendu M. Némi Moulania parler du contrat. Ils sont allés... Félix de respecter le contrat. Oui, ils sont allés, oui, Némi l'a dit clairement, il demande qu'ils respectent le contrat. Mais je suis fort persuadé que peut-être même la personne qui a intervenu hier sur Top Congo, lui-même est très très éloigné. Il n'est vu que par extension en ce qui concerne le FCC. Il est dans le bureau politique, mais en réalité, il est très loin de là. Peut-être que Némi Moulania connaît très bien le contenu de cet accord-là parce que vous en souvenez encore, à chaque fois que Joseph Kabila réapparaît publiquement,
en compagnie de Félix Tshisekedi, Néhémie n'est jamais loin. Donc, lui au moins connaissant le contenu de cet accord-là et qui demande à Félix Tshisekedi de respecter cet accord-là, bon, il faut maintenant qu'on puisse nous dire au moins c'était quoi le contenu de l'accord, que Félix Tshisekedi ne devait pas être président, devait entre guillemets être une personnalité dont je ne veux pas utiliser une expression ici qui avait été autrefois élaborée par la RFI, mais... Vous voulez parler de marionnette? Bon, je ne veux pas parler, je ne veux pas utiliser ces expressions-là, sinon on va m'accuser après que nous avons touché à la personne du président, du chef de l'État, mais personne n'a été arrêté pour ça, mais je crois que RFI a dit que c'était, bon, c'était même pas RFI, c'était encore un autre média d'un pays, ici j'ai même oublié le nom, mais en tout cas, ce qui est clair est qu'il y a un accord qui existe. Cet accord-là, apparemment, n'avait pas voulu assez que Félix Tshisekedi soit véritablement le président de la République, je dirais le chef de l'État, mais voudrait que Félix Tshisekedi soit comme une potiche, toute autre personne que le président de la République. Alors, il faut qu'ils puissent récupérer leur pouvoir. Ceux qui sont allés faire, cette fois-ci, ce n'est plus Kingakati, c'est maintenant... Qui sont tous? Qui sentent tout, ceux qui ils sont allés faire là-bas, moi je n'ai retenu qu'une seule chose. J'ai retenu qu'ils sont allés préparer 2023. Ils ne sont pas allés, moi je pensais qu'ils allaient aller se retrouver là-bas pour voir comment ils peuvent développer le pays à l'instant. Ils ont encore la majorité parlementaire, mais ils ne sont pas allés réfléchir sur le développement du pays. Il y a des problèmes, il y a des érosions, il y a ceci, il y a cela. Vous avez vu, très peu sont les membres du FCC qui ont vraiment compati à cette situation-là, mais ils sont allés plutôt réfléchir de comment ils vont revenir en 2023. Une mauvaise coïncidence en tout cas. Ils arrivent au moment où il y a 49 personnes qui meurent à Goma, il y a 29 à Kinshasa, 40 par-ci, par-là. Bref, on a aujourd'hui un total de au moins de 200 morts, on va dire. Je vais vous dire que plus de 100 000 personnes dans la rue. Je parle de l'Équateur, avec l'inondation. Tout à fait. Il n'y a jamais eu, et ce qui se passe encore à Bénin partout, il n'y a jamais eu de signaux avant-coureurs dans ce que le FCC fait. Je vous donne un exemple. Vous vous rappelez encore du jour où ils s'étaient réunis, les pasteurs de l'église kimbanguiste, l'église catholique n'était pas là heureusement, quelques pasteurs de l'église protestante, même l'église des Noirs et tout ça, ils se sont réunis pour faire une offrande à Dieu. C'était une mauvaise pluie. Cette pluie-là a commencé, je pense, de 12 heures et a dépassé même 22 heures. Donc ça chasser tout le monde. Donc c'est comme pour dire qu'à chaque fois que le FCC s'est réuni, excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça Lissana Bandoki. Il faut qu'une catastrophe s'arrive. La nature ne ment jamais. Elle nous montre ce qui est clair. Très bien. Alors Manix, le contrat parle de quoi exactement, selon vous, Maître Mouilania, parle du contrat? Est-ce qu'il y aurait un contrat entre Kabila et Félix dont il serait le seul connaisseur de... Non, mais vous savez, vous avez tout à l'heure dit que nous sommes dans un contexte d'une république. Je voudrais qu'on parle république. Et si nous voulons substituer la république à un groupe des individus ou encore à quelques décorations de partis politiques, franchement, on sera dans un autre cadre que celui de la République. Si je pouvais peut-être parler du contrat, je serais beaucoup plus à l'aise de parler d'un contrat social, le pacte républicain de notre peuple. C'est vrai, dans le contexte politique, la conjugaison de deux énergies entre le Front commun pour le Congo et le CACH, c'est vrai, il y a la volonté de vouloir marcher ensemble, diriger la chose publique de l'État dans une direction commune. Mais attention, dans ce contrat politique entre ces deux forces politiques, c'est un contrat de type synalagmatique imparfait, c'est-à-dire un contrat qui, au départ, présente une impression d'une réciprocité des obligations entre les deux regroupements politiques, quoi de plus normal, parce qu'il y a la conjugaison des efforts de ce deux regroupements. Mais attention, il y a l'unilatéralité de la vision. Une vision qui vient du président de la République et répercutée sur le CACH, mais aussi sur le FCC. C'est le président de la République, même quand je suis très content d'être en face d'un juriste, qui, même si dans son exposé, il y a toute une salade dont je peux déceler quelques ingrédients non comestibles que je ne peux surtout pas consommer sur ce plateau. Lorsqu'il a parlé de la légitimité du pouvoir du président de la République, attention, le président de la République a une légitimité qui fonde sur le deux piliers. Pilier de la légalité, mais aussi pilier de la popularité. C'est comme ça qu'on parle de la légitimité populaire, ce qui est
tout à fait normal parce que son pouvoir émane du peuple à travers le cutus électoral. Mais aussi, de l'autre côté, il y a la légitimité constitutionnelle parce que le pouvoir d'un président de la République a pour base fondamentale la Constitution du 18 février 2006. Donc, ce débat-là, c'est un débat de bas étage. On ne peut pas y revenir. Et donc, dans ce contrat-là, les présidents de la République, même quand vous voyez l'architecture de notre exécutif national, c'est un exécutif bicéphaliste où, d'abord, il y a le président de la République. C'est vrai que notre Constitution donne beaucoup plus le pouvoir en termes de prestige au président de la République. C'est au regard, bien évidemment, du système ou encore du régime semi-parlementaire tel qu'implanté dans notre décor constitutionnel de notre pays. Mais le président de la République, dans cette configuration de l'exécutif de notre pays, reste, comme je l'ai dit, au sommet pyramidal de cet exécutif qui travaille avec son gouvernement et un gouvernement qui reste en corrélation directe avec le président. Et le contrat, parce que c'est la question fondamentale, le contrat. Mais moi, je me sens très mal à l'aise de parler d'un contrat partisan parce que nous sommes dans une république, et je répète, et dans une république, ce qui est plus important, c'est le contrat social, c'est les pactes républicains de notre peuple et ces pactes-là ont été cristallisés effectivement à travers la loi fondamentale. Christian, le contrat. Cher Manix, ça restera la seule question. Merci beaucoup, Christian Bossembe. Cher Manix, tout au début de cette émission, j'ai rappelé que vous devriez mieux faire lorsque vous êtes des communicateurs du changement, mais vous devez effectivement imprimer des changements. Effectivement, je parle du changement. Félix Tshisekedi n'a jamais nié qu'il y avait un contrat, un accord entre lui et Joseph Kabila. Oui, quel est le contenu de ce contrat-là? Pourquoi on nous cache le contenu de ce contrat-là? Mais ça n'a rien à voir avec la République. Il a dit plusieurs fois. Mais c'est ça. Il a dit plusieurs fois qu'il avait un deal. Ça n'a rien à voir avec la République. Oui, le deal de gouvernance, mais au moins. Bon, moi, je donne un exemple. Il y a eu un contrat ici qui s'est passé entre la SENCO, l'opposition et la majorité présidentielle à l'époque. Il fallait occulter ça? On a mis ça sur la table, tout le monde connaissait le contenu de cet accord-là. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas nous dire quel est le contenu d'un accord qui s'est passé entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila? Nous aussi, nous pouvons faire le monitoring. Est-ce que c'est aussi compliqué que ça? Mais Christian, c'est ça qui fait en sorte que moi je ne vais même pas rester dans ces débats-là parce que je trouve que c'est un débat. Je trouve que c'est un débat. Je n'ai même pas parlé d'une question de légitimité. Si tu as vu que moi j'ai évité en tout cas d'utiliser les expressions qui autrefois étaient utilisées par RFI. Je ne suis pas là-bas. Je ne veux pas ici qu'on puisse passer notre temps à discuter sur la question de légitimité et tout ça. Encore que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de confusion en ce qu'on veut comprendre ici comme légitimité. La légitimité est à distinguer strictement parlant avec la légalité. Vous pouvez être légal, mais vous n'êtes pas légitime. Vous l'avez dit. Non. Il a dit ici que la légalité, vous allez revoir l'émission. Félix Tshisekedi a une double légitimité. Une légitimité légale et une légitimité populaire. C'est ce qu'il a dit. Or, ici, vous pouvez avoir la légalité, mais vous n'avez pas la légitimité. Vous pouvez encore avoir la... Je vous donne un exemple. C'est pour ça que dans d'autres pays du monde, il y a des sondages. Parce que vous pouvez avoir été élu, vous avez la légalité, mais à un moment donné, vous commencez à perdre une certaine base qui vous a soutenu. Alors là, vous perdez la légitimité, mais vous avez encore la légalité. Alors pour ne pas rester dans ces débats-là, moi je ne suis pas encore dans les questions de légitimité et d'égalité. La question a été clairement précisée. Nous avons beaucoup de crises ici dans ce pays. Moi je tiens à te rappeler, Christian Bossembe, le 4 décembre de cette année ici. Vous savez ce qui devait normalement se passer? Ce sont les élections au niveau des bourgmestres. Oui. Mais pourquoi nous ne pouvons pas le tenir? Parce que la CENI doit être remaniée, parce qu'il n'y a pas peut-être les moyens à l'instant, parce que ceci. Ce sont des choses qui sont en train de bloquer la nation. Or, les entités locales n'arrivent pas à fonctionner tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de domination que des élections. Donc, ce sont des crises dont il faut trouver des solutions. Au lieu de patauger autour des questions de légalité, de légitimité, tout ça, nous n'avons pas de problème là-dessus. Nous avons dit, c'est Félix Tshisekedi qui est en train de diriger la nation. Pas de prétexte. S'il y a un accord, mettez-le sur la table, que nous puissions discuter là-dessus. Parce que le FCC a dit à Félix Tshisekedi qu'il n'était plus en train de respecter cet accord-là. Alors, vous voulez répondre? Tant mieux nous dire, c'est quoi cet accord? Réagissez. Je voudrais tout simplement élaguer une petite incongruité que j'ai remarquée
remarqué dans le propos de mon frère Christian. Non, je ne suis pas assez dur. Moi, non, mais ça vaut quand même la peine. Vous êtes des juristes. Si c'est la période des hypercutes, nous, on est prêts à recevoir. Il faut recevoir pour savoir réagir. Que ça ne frise pas l'esprit. Retirer le mot incongruité, s'il te plaît. Parlez autre chose. Je sais que vous avez un vocabulaire riche. Est-ce que vous pouvez employer un autre mot que plutôt, vous savez, quand j'ai entendu, même si je serais buté à cette même difficulté de revenir sur le même vocable, je ferai un effort, mais seulement j'ai senti que mon frère, lorsqu'il parle, il oublie même certains mots qu'il utilise. Moi, je ne voudrais pas faire face à un co-débatteur qui souffre d'une amnésie sélective. Alors là, je vais faire un effort. Je vais faire un effort d'être beaucoup plus pédagogue. On avance. Retirez amnésie. Oh là là. Retirez amnésie. Non, mais il oublie. Ok, d'accord. J'avance. Christian, est-ce que je peux capitaliser le temps qui m'est accordé? Et ce serait beaucoup plus important parce qu'il y a de gens qui nous écoutent. Je ne voudrais pas vous si mon code, bon, je ne sais pas ce que vous qualifiez erreur, aussi longtemps que mon co-débatteur oublie lui-même, dans quelques secondes qui viennent, dans quelques secondes, mais bon, enfin, qui ne sait pas qu'est-ce qu'on entend par l'amnésie. Très bien, allez-y, poursuivez. Ok, j'avance. Il a confondu l'accord dont on parle tout à l'heure là entre le FCC et le CACH à un accord qui découle d'une exigence d'une démocratie consensuel. L'accord de Senko dont il a fait mention tout à l'heure. Vous savez, lorsqu'on est dans une situation politique, il faut savoir faire effectivement la différence de contexte politique précis. Lorsqu'on parle de l'accord de Saint-Sylvestre, ce qui n'est pas surtout à confondre avec le contrat dont on parle, le contrat politique entre les deux regroupements, cet accord est intervenu dans une situation tout à fait particulière. D'abord, c'était pour suppléer à un vide constitutionnel parce que nous avions dépassé le délai pour ce qui était l'élection présidentielle prévue déjà à l'époque. Le délai a été bien précisé par rapport aux dispositions de la Constitution. Et cet accord a bénéficié d'un quitus du peuple. C'est comme ça que je parle d'un consensus, d'une démocratie consensuelle. Même quand vous lisez la loi portant statut de l'opposition politique à travers son article 16.4, on parle très clairement que l'opposition politique, dans de contextes de turbulence politique, doit privilégier un climat de dialogue avec le pouvoir en place. Et donc, cette loi, pour la simple raison qu'elle soit une loi d'origine organique, vous savez, je suis en face d'un juriste, il sait qu'est-ce que c'est une loi organique, donc une loi par conséquent frappée par un contrôle de constitutionnalité a priori. Certains hommes et femmes de doctrine appellent ça de loi de continuité de la Constitution. Donc ce qui est prévu dans une loi organique, c'est ce qui est dit dans la Constitution. C'est comme ça que l'accord de Saint-Sylvestre avait revêti d'une légitimité populaire parce que le peuple avait donné son quitus avec le seul motif de nous organiser les élections. Ce qui n'est pas à confondre avec un partenariat bilatéral entre deux regroupements politiques. C'est comme ça que j'ai appelé au départ une incongruité que je ne supporterai pas surtout laisser sur ce plateau pour que le peuple qui nous entend comprennent de quoi il s'agit. Je me suis présenté au début de cette émission que je suis un communicateur du changement et je pense que les téléspectateurs qui nous suivent comprennent la teneur et la portée de mes discours. Je reste sur le principe, je reste sur la normalité des choses. Mais bon, avec quelques mots méchants. On va poursuivre. On va quitter finalement ce débat parce que ça va être un débat éternel en tout cas. Un débat éternel qui va nous amener des mots encore un peu plus fâcheux. On revient. Alors la question ici, c'est que Dolly Makambo est en prison, disons condamné, il a interjecté appel, et donc avec toutes les conséquences possibles. Mais vous avez Mokia qui est placé en détention tout de suite au niveau du parquet, disons à la prison de Makala. Est-ce des signaux forts pour dire que désormais on ne blague plus? Ou c'est comme quelqu'un dirait, vous avez arrêté Dolly, on arrêtera aussi Mokia. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses? Bon, je pense que Dolly Makambo, son procès, je me rappelle encore qu'il est même arrivé au point de soulever même une exception d'inconstitutionnalité, mais que le juge a refusé de dessaisir au profit, de surseoir, au profit du juge constitutionnel. Mais je pense que le procès de Dolly Makambo, dans son ensemble, a quand même bénéficié de toutes les caractéristiques possibles d'un procès équitable. Il a été condamné. Il fait appel au niveau de la Cour de cassation. Nous allons voir comment ce procès-là va évoluer. Je ne veux pas beaucoup trop commenter. Est-ce qu'on va confirmer l'infraction? Non, je ne peux pas prédire, mais je pense que Dolly Makambo a très peu de chances de s'en sortir parce que c'est vrai qu'il a été accusé de l'infraction d'incitation des hommes en armes à la violence.
mais je pense que tous les éléments étaient établis pour qu'il soit condamné 10 ans de prison. Je ne sais pas s'il arrive à bien se comporter un jour en prison, peut-être qu'il y aura des sursis ou on pourra peut-être rabaisser, parce que la prison a pour rôle essentiel de corriger, de rééduquer et non pas seulement d'incarcérer une personne. Et alors, pour ce qui concerne Mokia, est-ce que c'est une réponse? Mais il faut aussi évoquer la situation avec ce que nous venons de voir ici avec Héritier. Je n'ai rien contre cet artiste et musicien que j'aime bien, que j'écoute bien sa musique, mais il lui fallut quand même constater certaines choses qui se sont déroulées. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Héritier se retrouve du coup devant un magistrat et que le magistrat puisse déjà décider de le transférer à Makala et que la Jeep qui le transférait là-bas puisse faire finalement demi-tour. En tout cas, avec ma petite expérience de juriste, c'est la première fois que je pense que c'est la première fois qu'un tel événement puisse arriver en ce qui concerne notre appareil judiciaire. Qu'une personne, en tout cas que le magistrat ait déjà signé quelque chose, et je ne sais pas moi à quel moment, parce qu'il était déjà 16 heures passées, je ne sais pas à quelle heure les magistrats s'est rébiffé pour qu'il puisse rentrer. L'ordre venait de qui? Vous savez que c'est possible, le magistrat peut revenir sur sa décision. Oui, il peut revenir sur sa décision, mais vous savez qu'en ce qui concerne le pouvoir judiciaire, les heures de travail sont bien délimitées. Exactement. Alors quand un magistrat signe un document après 1 heure de travail, ce document-là n'a pas de valeur. On ne peut pas venir vous arrêter, quelle que soit l'infraction, à 3 heures du matin. Sauf vous savez ça. Du juge, en tout cas. Tout à fait, je n'en disconviens pas parce que la chambre qui devait décider que l'artiste puisse revenir, il faut encore chercher à savoir si c'était à quel moment qu'elle s'était réunie, etc. Donc, est-ce que c'est maintenant un règlement de compte qu'on veut maintenant utiliser sur Mokia? Mais alors la loi, comme nous aimons bien la dire, elle est équitable, elle doit être appliquée de la même manière à toute personne. Si Gabriel Mokia, autrefois, je ne veux pas rappeler ces propos de Mike Mukebai, qui disait autrefois que, comme on est en train de me traiter ici sur ces plateaux, que je souffre d'amnésie, moi j'accepte ces propos désobligeants-là. Mais je constate que les communicateurs du changement ne sont pas dans le changement, ils sont dans la continuité. Alors, s'il faut revenir à Gabriel Mokia, il a tamponné une dame. Vous savez qu'il y a peu. Il y a peu. Bon, je ne sais pas. Je sais qu'il est accusé de ça. Oui, justement. Jusque-là. Bon, il bénéficie encore de la présomption d'innocence. Mais je le sais, il y a une dame qui est députée provinciale qui a failli tamponner une personne handicapée qui a proposé un édit pour qu'on puisse voir de quelle manière il faut aider ces gens-là pour pouvoir traverser la route. Donc, bref, si les faits qui sont reprochés à Mokia sont avérés, il doit être sanctionné comme toute autre personne. Il ne faudrait pas qu'il puisse qu'il y ait une application déséquilibrée sur certaines personnes. Alors Manix, on voudrait répondre à la même question, mais quand même il faut rappeler le fait, il faut rappeler que déjà sous Fachi, il y a un militaire qui a écopé d'une sanction, je veux dire la peine capitale, je vais dire, hein, donc assez maximale, prison à vie. 2, d'ailleurs, prison à vie. Et le monsieur qui a battu froidement et lâchement ce docteur, lui a été condamné par Coutimos, donc il sera condamné à vie lui aussi. Et vous avez la sentinelle qui était là, qui a écopé, je crois, de 2 ans. Vous avez monsieur qui, lui, a écopé de 10 ans, monsieur Dolly, son chauffeur aussi. Alors, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas trop dur? Ou ce sont des signaux que Fachi avait dit, je ne vais pas faire la justice moi, mais c'est la justice qui va fouiner dans le passé. Je crois l'avoir dit lorsque j'avais pris la parole au prologue de mon intervention dans cette émission, que nous sommes dans 2 types de régimes. C'est cela même la dichotomie entre le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec le régime qui vient de passer. Le président de la République, au regard de la grande demande de notre peuple qui a tant souhaité que le Congo soit véritablement un état de droit, voudrait bien imprimer cet esprit-là, ces clichés d'une justice pour tous et d'une justice par tous. Vous avez vu, quand nous étions dans le régime, c'est vrai que c'était un régime d'une précarité exécrable où tout était possible. Le Congo était considéré comme un site touristique où l'on peut venir découvrir des choses qu'on n'a jamais vues ailleurs. Et dans ce régime-là, du passé, on n'a jamais même pas vu un chef de quartier être arrêté, alors que toutes les barbaries, les comportements de compromission à la République s'est posé le jour au lendemain. Aujourd'hui, le président de la République, qui ne se considère pas comme avoir instrumentalisé la justice, mais plutôt à laisser
la justice travaillait dans un esprit de vouloir promouvoir le principe de séparation de pouvoir. Parce que la justice est caractérisée par ce principe de l'indépendance de juge. Il y a mon co-débatteur, pour la première fois que j'ai été en partie d'accord avec lui, lorsqu'il parlait de la loi. La loi est dure, effectivement. La loi reste la loi. Si vous avez commis... Donc c'est la première fois que vous êtes d'accord avec lui. Mais c'est une avancée, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut évoluer? Alors, donc, si la loi est dure à l'égard de gens qui commettent de comportements en marge de ce qui est prévu dans notre législation, pourquoi n'est pas à l'arrêter? Je crois que dans le cas, que ce soit de Dolly Makambo, le cas de Héritier, comme l'a dit mon ami tout à l'heure, le cas de Gabriel Moukia, je crois que la justice doit faire son travail avec toute indépendance. Mais nous devons savoir que la justice, la liberté, la démocratie, en réalité, tous ces concepts-là sont d'abord des idéaux. Nous sommes dans une quête permanente de consolider notre système juridique congolais pour qu'effectivement le citoyen congolais se retrouve au moyen de cette justice qui sera diligentée par des juges tout à fait indépendants. Est-ce que vous pensez que ça fait peur au FCC aujourd'hui quand on voit la justice aller dans ce sens-là? Est-ce que ça ne fait pas peur? Parce que finalement c'est une mauvaise coïncidence. Il y a Dolly Makambo qui va à la prison, il y a le FCC qui se retire, qui sera en train de réfléchir comment ils vont aller. Est-ce que les crimes économiques ne vont-ils pas sortir maintenant? Parce que quand je suis amer, l'ambassadeur américain, à un moment donné, je froid au dos quand il demande qu'on rallonge même les sanctions à des plus hautes instances. On a Human Rights Watch, finalement, on va demander qu'on arrête même Kabila et bien d'autres organisations internationales, plus de 163 ONG demandent qu'on prolonge les sanctions. Alors quand on regarde ça, est-ce que ça ne peut pas être une motivation de peur du FCC? Non mais peut-être oui ou peut-être pas. Si oui, c'est parce que ces gens-là sont imbus d'une mauvaise intention de ruiner la République. Vous vous souvenez lorsque le président de la République avait dit à la nation qu'il va déboulonner les systèmes dictatoriaux. Il y avait des gens qui étaient tout à fait touchés. Certains étaient même victimes d'une crise d'épilepsie politique qui ne disait pas son nom. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a quelqu'un qui veut dire non au mal. Et si vous regardez très bien, le combat qui existe généralement entre le FCC, tout comme le CACH, c'est un combat entre le bien et le mal, un combat entre le positif et le négatif, un combat entre le jour et la nuit, un combat entre la vérité et le mensonge. Et donc, si ce gens-là se dérangent ou sont dérangés du fait que le président de la République veut déposer sur la machine étatique un modèle d'une justice équitable, bon, en tout cas, je suis tout à fait désolé parce que nous sommes dans un état de droit ou encore dans un état qui aspire à être effectivement un état de droit. Vous savez, il y a un principe très fondamental en droit pénal qui dit « nous la poena ». Nullum crimen nulla poena sine lege. Donc, il n'y a pas d'infraction en dehors de la loi. Il n'y a pas de peine en dehors de la loi. Donc, si la loi prévoit, je réitère encore ce que j'avais dit tout à l'heure, la loi est dure, mais elle reste la loi. Dure, Alex, c'est de l'ex. Question. 400 millions de dollars pour cette affaire de Bukanga Lonzo, 30 millions de dollars pour la SNEL, plus de 400 millions de dollars pour les chemins de fer. Il y a autant de crimes économiques dans cette République. Est-ce que vous pensez que l'heure est arrivée pour qu'on puisse finalement fouiner dans l'appareil, dans le passé des gens? Vous avez oublié 650 millions de dollars encore pour cette année ici. Oh, d'accord. C'est quoi déjà? Qui l'a dépensé? 650 millions de dollars que l'honorable Mwando Simba a décrié en tant que dépassement. Voilà. Donc, il faut relever tous ces 16 millions aussi. Hein, 15 millions aussi. Ouais. Est-ce qu'il faut fouiner? Vous savez, moi, il y a quand même un discours que je trouve assez, parfois, dichotomique de la part de ceux qui ont la charge de nous gouverner actuellement. Parce qu'au même moment, nous le savons, les ministères publics, l'organe chargé de poursuivre les infractions, et relève de l'exécutif, c'est-à-dire du président de la République, du Premier ministre et directement du ministre de la Justice, qui a comme autorité les deux personnalités que j'ai citées ici avant. Mais lorsque le peuple s'attend à ce qu'on puisse demander de compte à certaines personnalités qui, à cause d'elles,
nous n'avons pas eu une bonne éducation par rapport à l'enseignement, qui à cause d'elle, nous sommes en train de souffrir parce qu'il n'y a pas de moyens pour se déplacer à travers le pays, qui à cause d'eux, il y a eu ceci, cela. Mais en ce moment-là, on dit non, il ne faut pas toucher à ces affaires-là, tout simplement parce que il ne faut pas influencer la justice. On n'influence pas la justice, mais on peut instruire le procureur de la République à tous les niveaux où il se trouve, qu'il y a tel dossier où il y a la clameur publique, essayez d'enquêter, essayez de poursuivre. Ce que je dis, je ne le dis pas au hasard. En tant que président d'Assemblée des hommes libres, nous nous intéressons à tout ce qui est aussi crime économique, parce que vous savez que quand vous ne pouvez pas quitter ici à Kinshasa pour arriver au Congo central, tout simplement parce que vous n'avez pas de moyens, ne vous estimez pas libre en ce moment-là, vous êtes emprisonné à Kinshasa. Et nous avons constaté à un certain moment, vous allez m'excuser que je donne cet exemple-là, on a constaté à un certain moment qu'il y avait tout un réseau des gens qui étaient en train de voler un peu les parcelles des gens. Nous sommes allés voir le ministre de la Justice. À l'époque, c'était encore le FCC qui avait les fonctions en main. Je ne vais pas leur faire des apologies. Nous avons soumis les dossiers et le ministre de la Justice à l'époque a demandé au procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe de pouvoir enquêter. Ce sont ces genres d'actions-là que nous attendons. Ce sont ces genres d'actions-là que nous attendons actuellement. Que la même correspondance... Ça aboutit à quoi? Le ministre a demandé qu'il y ait des enquêtes qui soient poursuivies. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons les résultats. Vous savez que là-bas, c'est toujours comme ça. Quand vous demandez, il n'y a jamais des enquêtes. C'est pratiquement la même chose avec l'affaire des 15 millions. Pourquoi on n'en parle plus aujourd'hui? Là, on dit non, la justice ne doit pas s'engager là-dedans. Mais lorsque on constate par ailleurs que il y a eu un effet, un boom positif au niveau de la justice, on dit, alors là, on récupère ça, on dit, ben voilà, ça c'est la politique de Félix Tshisekedi. Pourquoi on est en train d'agir comme ça, comme si on avait envie de faire quelque chose, mais on s'est retiré? Voulez-vous qu'on ne parle pas de la condamnation de Doli Makambo parce que l'affaire des 15 millions de dollars... Non, mais si on parlerait de l'affaire Doli Makambo, pour dire que voilà, c'est l'ère Félix Tshisekedi, alors que l'ère Félix Tshisekedi aussi que l'ère Félix Tshisekedi puisse aller plus loin que ce que nous sommes en train d'attendre. L'ère Félix Tshisekedi ne doit pas seulement s'arrêter à dire on condamne Doli Makambo et on laisse les autres. L'ère Félix Tshisekedi doit rendre à ce qu'il doit faire en sorte que la loi soit équitable. La loi doit être équitable, Manix. Tout à fait, la loi doit être tout naturellement équitable, mais il faut que la loi soit exécutée en bonne et due forme. Je crois que vous avez exprimé un souci de remarquer le déploiement de mesures dans le dire de mon co-débatteur lorsqu'il parle de Doli Makambo et en même temps lorsqu'il parle sur cette question de 15 millions. Doli Makambo n'a pas été condamné de façon automatique. Il y a eu le dossier qui a été soumis sur la table de la justice, il y a eu le traitement du dossier et finalement, il y a eu décision de la justice. Autant pour cette histoire de 15 millions. Des affaires différentes. Il y a mort d'homme quand même. Effectivement. Il fallait la décision. Vous savez, Christian, le grand mal pour certains Congolais, beaucoup sont cyniques. Beaucoup expriment le sentiment de celui qui n'est pas avec nous et contre nous. Beaucoup expriment le sentiment de la haine. Les gens se donnent plus le travail de rédiger la liste de choses qui n'ont pas marché avec Félix Tshisekedi, alors qu'ils sont incapables de dire oui, effectivement, ça n'a pas marché dans ce domaine, mais au moins dans ce domaine-là, ça a aussi marché. Et ça, c'est une honnêteté intellectuelle et personnelle. Aujourd'hui, vous savez, lorsque le président de la République fait tous ses balais diplomatiques, nous avons des retombées très significatives. La diplomatie d'ailleurs du chef de l'État s'est appuyée sur le deux leviers essentiellement posés sur l'aspect aussi politique que économique, parce que politique, il faut redorer à une certaine mesure. Non, mais au moins, il y a des retombées. Parce que moi, je voudrais qu'on parle aussi de choses qui ont marché sous régime de Félix Tshisekedi. Parce qu'il y a deux choses, mais on peut faire quand même le bilan. On peut quand même étayer certaines actions positives, parce que dans ce balai diplomatique, il y a eu au moins plus de 1,5 milliard qui ont été revenus au bénéfice de la République démocratique du Congo. Ça, il faut qu'on en parle. Lorsque le Congo est revenu aujourd'hui dans le concert des nations, ça il faut qu'on en parle. On en parlera un autre jour. Permettez-moi, on en parlera un autre jour. Je vous inviterai, on discutera suffisamment sur la question du bilan du président. Mais seulement, je serai aussi beaucoup plus à l'aise si vous me demandez de parler
aussi des communicateurs de changement avec nos 4 points que nous avions. Oui, vous en parlerez, ne vous en faites pas. Jean-Pierre Bemba, c'était une occasion d'en parler. Jean-Pierre Bemba, innocemment arrêté, on le sait tous, innocemment arrêté, la Cour pénale internationale, que je ne vous invite pas à croire comme moi, mais pour moi je crois que c'est une cour politique internationale, finalement qui a instruit le dossier, qui est arrivé jusqu'au point de l'acquitter, et puis on le condamne encore pour la subornation de témoins. Est-ce que vous pensez que c'est la fin de Jean-Pierre Bemba? Christian Emango. Bon, si c'était la fin de Jean-Pierre Bemba, moi je pense qu'il serait encore en prison parce que vous dites que c'est une cour politique internationale. Ça, c'est votre avis. Ouais, c'est de votre droit de partager cela. Je pense que je ne serai pas très loin de la position que vous êtes en train de prendre, dans la mesure où, d'une part, c'est vrai que les mécanismes de saisine de la Cour offrent l'opportunité, la possibilité aux États de pouvoir la saisir eux-mêmes. S'il y a eu beaucoup plus de poursuites qui ont été basées sur l'Afrique, c'est parce que ce sont les États africains eux-mêmes qui sont allés saisir la Cour. Mais entre-temps, il y a aussi une autre possibilité de saisine de la Cour, c'est à partir du Conseil de sécurité, ou si le procureur, le bureau du procureur, à l'évidence ici, accepte de pouvoir poursuivre une personnalité pour Proprio Muntu. Ça, nous l'avons vu presque pas, surtout à l'ère de Luis Moreno Ocampo. Il n'y en avait pas. C'est peut-être madame ici, son nom qui m'a échappé, qui a quand même, Fatou Bensouda, qui a quand même essayé de pouvoir initier cette action-là. Mais vous savez que automatiquement, on lui a retiré les visas au niveau des États-Unis. Donc, peut-être que nous pouvons espérer en cette cour-là, parce que si nous n'espérons pas juste en ce moment-ci, c'est vrai qui poursuivent les chefs d'État africains, etc. Mais entre-temps aussi, ça permet à ce que les violations de droits de l'homme en interne aussi puissent baisser parce qu'ils savent au moins que s'ils font ça, on va leur poursuivre. Mais en particulier pour les cas de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba qui a été blanchi par la Cour, on ne peut pas comprendre en même temps que pour l'infraction de subornation de témoins qu'on le retienne au moins. Parce que si Jean-Pierre Bemba a utilisé des gens pour pouvoir présenter de faux témoignages, mais on a oublié aussi qu'il était faussement accusé. Donc, automatiquement, je pense qu'au niveau de la Cour, ça aurait été mieux de se dessaisir aussi de cette affaire-là. Ça aurait fait aussi une jurisprudence. Moi, je ne comprends pas une logique. Vous voudrez me compléter. Je ne comprends pas une logique. Si on dit qu'il a été condamné, en fait, il a été acquitté sur base des témoignages dont il a présenté, alors à partir de quel moment on dit que ces témoignages-là sont frappés de corruption, qui s'appelle subordination? En même temps, on reconnaît les témoignages qui lui ont finalement demandé de partir. On a pris ça en considération, mais en même temps, on condamne pour avoir trompé, sinon acheté les témoins. Mais alors, au moment donné, je me dis, mais c'est quoi? C'est ça qui est incohérent. Totalement en somme, ce qui est vrai, on a constaté que l'affaire a tellement duré, ça a pris 10 ans dans l'ensemble. Alors qu'en matière pénale, on sait que ça requiert célérité et qu'il faut passer, il faut que les justiciables puissent connaître son sort pour qu'ils puissent quand même se sentir s'il est condamné ou pas. Mais c'est ça l'incohérence qui est en train de sortir avec la décision de la Cour pénale internationale. Il a été acquitté, blanchi pour une affaire et ici, l'infraction de subornation des témoins est subsidiaire au crime dont il était au crime dont il était accusé. Alors, en ce moment-là, qu'il ait produit un faux témoignage ou qu'il ait produit un vrai témoignage. Mais ça ne servait à rien, toutes ces démarches-là. Alors, pourquoi il faut condamner quelqu'un pour un faux témoignage qu'il avait utilisé alors que vous l'avez innocenté? Là, il n'y a plus de cohérence. Alors, Manix, je sais que vous vous intéressez peut-être pas beaucoup, peut-être ou beaucoup aussi, on ne sait jamais, sur la question de ces pays. Quelle est votre appréhension quand on sait que il y a un principe en droit, l'accessoire sur le principal? Comment on vous libère, on vous acquitte pour le principal, mais on vous attaque sur l'accessoire? Alors que je ne comprends pas la logique. Expliquez-moi. Non, mais c'est vrai que ça laisse à désirer, cette démarche engagée par la Cour pénale internationale d'acquitter Jean-Pierre Bemba dans l'affaire principale et de le condamner pour une affaire connexe. C'est vrai, lorsque vous avez un dossier devant la justice est opérationnelle même en plein procès. Il peut s'avérer que lorsque vous êtes en train de plaider devant le juge, vous pouvez commettre de forfaits
condamnables et qui peuvent répercuter sur votre peine attachée à l'affaire principale qui a été soumise déjà sur le dossier de votre juge naturel. Donc, je crois que sur cette question, il y a à boire et à manger. Mais lorsque j'ai entendu l'un des avocats de Jean-Pierre Bemba, maître Aimé Kilolo, dont j'ai salué la dextérité intellectuelle, lorsqu'il expliquait déjà à l'époque le contexte, c'est vrai, Jean-Pierre Bemba a fait venir ses témoins. Est-ce que c'est pas Kilolo qui était à l'OFCC maintenant? Il était au FCC. Il est jusqu'aujourd'hui. Il est absolument au FCC. Il est jusqu'aujourd'hui au FCC. Mais il a dit, lorsque Jean-Pierre Bemba avait fait appel à ce témoin, c'était effectivement pour faire le relation de fait, afin justement de permettre aux avocats de Jean-Pierre Bemba et à Jean-Pierre Bemba d'avoir des éléments justificatifs à brandir devant le juge. Mais il y avait un problème d'ordre social qui se posait dans le cas sous examen, parce que parmi ce témoin, il y avait des gens qui n'avaient pas de possibilité pour quitter de leur pays respectif vers la haie. Et donc, Jean-Pierre Bemba était obligé, pour des raisons, je le réitère, pour des raisons sociales, de prendre en charge le moyen de transport, peut-être de surcroît, les logements, etc. Et c'est ce qui a frisé un tout petit peu, ça c'est bien évidemment mon commentaire, à part le fait que monsieur Aimé Kilolo, qui avait présenté ce fait comme tel, et ça a frisé l'esprit de juge en pensant qu'effectivement Jean-Pierre Bemba a amadoué ses témoins au fin de les amener à témoigner en sa faveur. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a une condamnation en défaveur de Jean-Pierre Bemba. Mais bon, à la justice, à la Cour pénale internationale, même si beaucoup de Congolais, non seulement le Congolais, les Africains aussi, restent dubitatifs par rapport croyez-vous à... Bon, moi, je le crois peut-être à deux temps. De quelque part, je suis un peu hésitant par rapport à cette justice qui se concentre essentiellement sur les acteurs politiques africains. Mais de l'autre côté, je reprends un peu les propos de mon ami, c'est aussi une manière de limiter les dégâts de princes africains qui, par moment, dépassent les caps. Les Africains, les dirigeants africains sont de rois qui se permettent à faire beaucoup de choses par moment. S'il y a une barrière qu'on appelle la Cour pénale internationale, ça limiterait les dégâts. Mais au-delà de cet aspect de la justice, la condamnation de Jean-Pierre Bemba, je peux aussi évoquer un aspect politique. Vous savez, depuis la nuit des temps, le MLC nous a fait brandir que, à part Jean-Pierre Bemba dans ce parti politique, il n'y a pas une autre personne à aligner comme candidat président de la République ou encore candidat, je ne sais pas à quel niveau. Non, ça c'est une occasion de travailler pour d'abord faire sortir cette façon de voir les choses comme si on était dans une sorte de concentration de pouvoir ou encore de personnification de pouvoir. Parce que je ne comprends peut-être pas Jean-Pierre Bemba qui était déjà lors des élections de 2018 buté à de problèmes relatifs à ce dossier judiciaire-là. Mais le MLC incapable, surtout que lorsque nous étions dans la bataille pour ce combat de l'effectivité de la démocratie et d'obtenir les élections libres, participatives et démocrates, moi j'ai été en pleine marche avec Madame F. Bazaïba, que j'ai salué le courage, l'abnégation et la détermination dans son sacré combat de vouloir offrir à notre peuple une vie adéquate. Et cette dame-là était capable aussi de représenter le MLC en tant que candidate présidente de la République. Pourquoi ça n'a pas été le cas? Simplement parce que le MLC... Non, mais moi, je suis... Étienne Tshisekedi était malade pendant un moment donné en Europe. Personne ne pouvait prendre le flanc. Non, mais est-ce qu'on était dans un contexte électoral et devant une compétition électorale bien précise? Mais je dis non, parce que je viens de faire un petit rétropédalage vers les élections de 2018. Pourquoi vous ne laissez pas le MLC se concentrer sur l'affaire Bemba? Pourquoi vous leur demandez de préparer un autre cadre? Ce n'est qu'une lecture politique faite, et peut-être ça peut être une recommandation faite à ce gens-là du MLC, de travailler sur le nouveau leadership à présenter aux électeurs de 2023 vous pour présenter comme candidat. Non, mais il est condamné. Il est condamné. D'ailleurs, il ne reste plus que 13 minutes. Je peux parler. C'est intéressant d'ailleurs que Christian, vous soulevez cette question-là. Vous soulevez cette question-là. Oui, nous voulons les changements lorsque Mike Hammer dit clairement qu'il faut faire partir tous ceux qui sont dans la chaîne de commandement militaire
ceux qui sont proches à Joseph Kabila et la guerre à l'Est va se terminer. Aussi longtemps qu'ils ne sont pas encore partis, il n'y a pas encore le changement. Et tout ça, c'est le fruit, c'est les fruits des accords occultes qu'on ne veut pas nous montrer. Est-ce que Jean-Pierre Bemba est fini? Non. Jean-Pierre Bemba a été condamné à 1 an de prison plus une amende de 300 000 $. Or, il ne faut pas oublier qu'à la suite de cette affaire ici, la Cour pénale internationale a gelé ses biens 300 000 $ et que l'argent des cacahuètes, comme on appelle ça. Jean-Pierre Bemba est dans une procédure de pouvoir se faire indemniser parce que c'est prévu dans les statuts de la Cour. Il aura plus que 300 000 $, peut-être fois 10. Donc, mais c'est son casier judiciaire qui sera... Attendez, j'en viens. Je parle de conditionnalité. Vous agitez déjà pourquoi vous êtes communicateur de avoir fait l'objet d'une quelconque condamnation. Mais Bossembe, protégez-moi. Protégez-moi. Il est communicateur du changement. Je pense qu'il va imprimer les changements. Il ne va pas faire comme les Papitambe consorts qui interrompaient les gens quand ils faisaient les débats. Donc, qu'il soit communicateur du changement. Jean-Pierre Bemba n'est pas fini avec la procédure de ses avoirs. 300 000 est parti, mais il y aura peut-être 300 000 plus fois 10 qui va revenir. Quand on calcule ce qui a été gelé combien. N'oublie pas les comptes. Oh là là, mais dis donc. Un débat. Mais dis donc. Alors je vous laisse continuer. Jean-Pierre Bemba est fort. Ça, il faut le retenir. Deuxièmement, mon frère, vous êtes là pour Félix Tshisekedi. Non. Je suis pour le changement. Bon, vous êtes là pour le changement, que vous êtes en train de dire que Félix Tshisekedi est en train d'imprimer parce que vous dites que nous ressassons plus le côté négatif et nous laissons le côté positif. Mais au moins, je connais quelque chose du côté positif de Félix Tshisekedi. Allez-y. Il aime bien nous donner l'impression, en tout cas, il faut que ce soit véritablement ça, que c'est quelqu'un d'ouverture. Alors, j'ai comme l'impression que vous vous réjouissiez que Jean-Pierre Bemba soit condamné parce que vous constatez apparemment qu'il y a le champ libre qui est ouvert à Félix Tshisekedi. Ça, c'est un mauvais raisonnement et je vous en donne les preuves. Quand on condamne Jean-Pierre Bemba pour subornation de témoins, le code pénal congolais est clair. L'infraction de subornation des témoins est une infraction prévue dans une disposition et l'infraction de corruption est prévue dans une autre disposition. C'est deux infractions distinctes en droit congolais. Le raisonnement de la Cour constitutionnelle, comme ça a toujours été le cas ici au Congo, biaisé sur toute la ligne, qui nous a fait croire. On a demandé, malheureusement, on a demandé à la Cour constitutionnelle de dire si par rapport au droit congolais, subornation des témoins et corruption, le juge de la Cour constitutionnelle nous a donné un raisonnement alambiqué que subornation des témoins à l'international, c'est corruption. On lui a demandé par rapport au droit congolais, pas par rapport au droit international. Ça, c'était le raisonnement de notre Cour constitutionnelle. Donc, il faut que tu puisses savoir une chose, puisque tu dis qu'il n'y a pas de crise, mais nous savons, et vous êtes conscient de ça, qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, il faut faire partir ces juges-là. Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec leurs arrêts ici, avec les contentieux électoraux. Donc, il faut remanier cette Cour-là pour que nous ayons des juges qui sont intègres dans le sens du juge Essambo, par exemple, ou l'autre qui est parti. Donc, il faut que nous ayons ce genre de personnalités-là, de Baniakou, par exemple, qui ont refusé qu'il y ait de l'anarchie dans le pays. Si vous continuez avec cette démarche-là de faire une jouissance que Jean-Pierre Bemba ne va plus se représenter, moi je peux quand même vous dire, non mais on le sait, on sait voir le raisonnement. Moi je peux quand même vous dire, et je voudrais bien d'ailleurs m'arrêter là, qu'en tant que président de l'Assemblée des hommes libres, c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent être interdites de pouvoir se présenter lorsqu'il s'agit des échéances électorales, mais il faut que ça soit de manière licite. Ce qui a été fait sur Jean-Pierre Bemba est illégal, illicite. Donc, nous savons qu'il y a deux possibilités pour que Jean-Pierre Bemba puisse revenir. Je dirais même avec, par extension, 3 possibilités. La première possibilité, nous savons qu'il peut y avoir revirement jurisprudentiel. La Cour peut faire un rétropédalage pour oublier un peu son arrêt d'autrefois et revenir à un arrêt qui est cohérent juridiquement. Deuxième possibilité, nous l'espérons, mais nous savons que même le FCC aussi est en train de se réjouir, comme le fait ici Manix, que la loi électorale ne va pas être changée, qu'on va maintenir l'infraction de corruption comme étant une infraction où vous ne pouvez plus revenir et maintenir le raisonnement de la Cour. Mais vous savez, le vrai juge, tout ce que j'ai dit là, c'est institutionnel. Le vrai juge, c'est le peuple. Vous savez très bien, non? Que pendant que Félix Tshisekedi va devant les Nations Unies pour dire qu'il plaidait encore que la MONUSCO puisse rester à l'est du pays,
Mais ça, c'était une façon, nous tous, nous savons que la MONUSCO ne fout rien depuis qu'elle est là. Mais le peuple a décidé en définitive. Le peuple a chassé la MONUSCO. Ça, c'est une interpellation. Et que si jamais Jean-Pierre Bemba veut se présenter aux élections, et que c'est par des manœuvres comme ça, frauduleuses, qu'on veut l'empêcher de se présenter, je crois que le peuple est le juge des juges et il va sanctionner tous ceux qui seront sur son chemin. Très bien. Plus que 3 minutes, il nous reste plus que 7 minutes. Alors j'aurais souhaité que nous puissions, parce qu'il nous reste encore un peu de temps, juste 7, j'aurais souhaité qu'on prenne 2 minutes pour que vous puissiez avoir un mot par rapport à la MONUSCO, vous deux, et par rapport à l'attitude de la MONUSCO. Et puis les 5 minutes, vous allez parler de vos structures respectives. Vous allez nous parler de l'Assemblée des hommes libres, et vous allez nous parler aussi de communicateurs de changement. Je suis le partenaire de tous les deux en tout cas. Je suis un homme libre, et puis je veux le changement. Donc on est tous ensemble, alors parlons-en. Donc alors, la MONUSCO pour vous, Manix, vous pensez que la MONUSCO doit partir? Parce qu'en 2018, Joseph Kabila Kabange demande le départ progressif de la MONUSCO. En 2019, Félix Tshisekedi demande qu'on maintienne la MONUSCO. Mais là, au moins, il faut le dire, parce que les gens ne veulent pas le dire. Il a demandé que la MONUSCO change de mission. Que ça ne soit plus une mission d'observation, mais plutôt une mission d'intervention. Et moi, j'ajoute de défense des populations. Permettez-moi quand même, en quelques secondes, que je puisse ramasser peut-être un élément. C'est vrai, lorsque mon ami parle, il parle de beaucoup de choses qui me mettent dans une difficulté même de tirer ce que je peux rétorquer. Je préfère prendre la question de lorsqu'il a parlé de la Cour constitutionnelle, et je comprends qu'il n'est peut-être pas spécialiste en matière de droit constitutionnel, même qu'il soit juriste. Vous savez, il faut éviter, mon ami Christian, je te regarde droit dans les yeux, il faut éviter cette forme de dictature d'opinion. Le Congo n'est pas un pays où quelqu'un se réveille un beau matin, il vient avec ses humeurs, il dit non, il faut remanier ce genre-là de la Cour constitutionnelle. Comme si vous voulez créer des lois, et surtout, si vous créez des lois, tout le monde va dérégler. Il y a des principes qui sont déjà établis dans notre Constitution, par rapport d'ailleurs à la manière de désigner le membre de la Cour constitutionnelle. Je vous suis pas sur cette piste-là, il n'y a plus assez de temps. Heureusement, j'aurais bien voulu revenir là-dessus, mais je comprends que vous n'avez pas les notions là-dessus, c'est pour ça que vous vous permettez. Vous ne savez pas que pour remanier la Cour constitutionnelle, le président de la République ne peut que lorsqu'il constate qu'il y a eu des violations graves de la part, un comportement mauvais de la part des juges de la Cour constitutionnelle, qu'il peut même les déchoir de leur pouvoir. Là, je comprends. Vous êtes à peu priste dans le raisonnement là-dessus, et je vous le concède. Ce n'est pas désobligeant. Ce n'est pas désobligeant. Non, mais vous n'allez pas. Sinon, vous allez dire que lorsque le cardinal Mosengo avait dit qu'il y avait des médiocres, c'était désobligeant. Ce n'est pas désobligeant. Ce n'est pas désobligeant. Je lui dis tout simplement que à la personne envers qui s'adresse, que je ne maîtrise pas les méandres de la Cour constitutionnelle, ou que je les maîtrise bien, mais qu'il sache que s'il veut attendre qu'il y ait le remaniement dont il est en train d'entendre là, moi je lui donne des exceptions à ces principes-là. Allez-y, poursuivez. Je me suis tout simplement pour faire voir à mon co-débatteur que la même remarque qu'il avait faite au départ, ça lui a rattrapé. Et donc, on reste tous communicateurs du changement. Non, vous êtes de la continuité. Moi, je ne suis pas dans votre équipe. Malheureusement, vous revenez sur vos propres vous êtes de la continuité. Moi, je me suis tué. Deuxièmement, pour effectivement me comporter comme un médecin qui doit éradiquer cette sorte d'épilepsie politique. Et je pense que le peuple le comprend. Alors, je voudrais qu'on avance avec des propositions. Peut-être beaucoup plus technique. Oui, pas d'injure. Bon, peut-être que cette question de la Cour constitutionnelle nous prendra beaucoup de temps. Passons. La Cour, c'est aussi... Maîtrisez-la d'abord et puis vous allez revenir. Cher ami, maîtrisez-la d'abord bien et puis vous allez revenir pour un débat. Si vous ne la maîtrisez pas, abstenez-vous de faire certaines... J'ai fait les études de droit constitutionnel. Allez vous renseigner. Je suis assistant à l'université de Kinshasa, d'un grand constitutionnaliste. Alors vous ne pouvez pas récuser ma qualité de droit. Mais malheureusement, vous n'y entrez même pas dans le droit. Donc faire le débat de supersufrage, je ne suis vraiment pas là. Je ne suis pas d'accord avec la MONUSCO, c'est vrai, à une certaine mesure, parce que vous savez, la précarité qui gangrène notre partie Est inquiète tout le Congolais. On a besoin que la sécurité soit installée. Et d'ailleurs, vous avez vu, le président de la République s'est engagé bec et ongle avec un vœu le plus aigu lorsqu'il a même dit que je suis au point de donner ma vie
pour la paix de Congolais. Et donc, la paix de Congolais reste sacrée parce que la vie humaine au Congo est du reste sacrée. Et donc, nous devons travailler avec une MONUSCO capable d'accompagner l'armée congolaise dans le seul but de promouvoir la paix dans la partie est de notre pays. Je voudrais peut-être finir dans... le communicateur, parce qu'on n'a plus le temps, malheureusement. Oui, effectivement, le communicateur du changement, c'est un mouvement politique qui a été lancé sous mon initiative. C'était effectivement dans le cadre de suppléer les déficits communicationnels qui existent à tout point de vue, surtout de communiquer sur les questions du changement de la République démocratique du Congo. Nous avons porté cette responsabilité de parler de ce changement et le 25 novembre passé, nous avions fait notre déclaration et sortie officielle dans le cadre de cette structure d'ordre communicationnel politique et nous avions abordé quelques points essentiels. Et je crois que mon co-débatteur était même revenu sur un des points que nous avions abordés dans le cadre de cette communication, lorsque nous avions demandé un débat contradictoire dans un esprit républicain, mais aussi dans le cadre du principe des redevabilités entre ceux qui détiennent ou semblent détenir l'appareil public de l'État avec le peuple. Faire un débat contradictoire parce que la République démocratique du Congo n'est pas un pays à pensée unique. Quand quelqu'un, est-ce que je peux finir? Je parle quand même. Est-ce que tu peux... Allez-y. Un débat contradictoire avec Martin Fayoulou sur sa proposition du Haut Conseil des réformes institutionnelles. Qui allait faire ce débat? Je parle de nous, communicateurs du changement. Martin Fayoulou. Avec Martin Fayoulou, nous avons choisi les lieux indiqués, la télévision nationale congolaise, la RTNC, et je pense s'il est flexible du point de vue intellectuel, il sera souple pour faire ce débat-là avec nous, parce que nous devons le checker. Surtout qu'il a refusé. Nous devons le checker parce que c'est important. Il n'a pas voulu passer par le voie officielle, le Parlement, pour soumettre peut-être son projet, surtout qu'il a été élu comme député national, et nous voulons soumettre, sous l'appréciation de la population congolaise, son intelligence afin de voir si son idée peut être acceptable ou pas. Et deuxièmement, nous avons parlé du retrait d'agrément du PPRD. C'est vrai, aujourd'hui, le PPRD, c'est un de partenaires dans le cadre de la coalition, mais on s'est rendu compte que le PPRD torpille même le principe sacré de la démocratie, une démocratie qui fonde essentiellement sur les ingrédients du multipartisme, la compétition politique dans l'échiquier des partis politiques dans notre pays. Mais malheureusement, ces partis politiques marchent sur notre démocratie dans des comportements qui avoisinent à la psychologie militaire avec des bérets rouges, etc. Nous disons, nous devons arrêter ces histoires et par conséquent, nous comptons dans le jour qui vient saisir le ministère de l'Intérieur tout en respectant les dispositions de la loi portant l'organisation et fonctionnement de partis politiques pour qu'on retire l'agrément du PPRD. Et pour qu'il n'existe plus. Mais effectivement, si un des partis parmi le pléthore de partis qu'il existe dans notre pays est parti, je ne pense pas que ça peut déranger la République. Et le troisième point, nous avons parlé... nous avons proposé d'ailleurs, quelque chose de très important dans cette vicissitude politicienne qui règne dans cette coalition entre le FCC et les CACH. C'est vrai, il y a la coalition, mais ça frise les esprits de beaucoup de gens. Et pour faire l'intermédiaire, nous sommes venus avec notre proposition de la création d'une nouvelle majorité présidentielle pour le peuple que nous avons dénommé le MPP en sigle. Cela veut tout simplement dire que tout le parti politique, nous en avions connu dans le temps de Joseph Kabila, ça ne dérangerait pas que le PPRD, si seulement le ministère de l'Intérieur refuse de le retirer en tant que parti politique, ça ne serait pas du diable si le PPRD accepte de s'inféoder dans la mouvance présidentielle. Et donc, créer cette majorité présidentielle afin d'élaguer et finalement, nous avons proposé par rapport à la réforme éventuelle qui va peut-être intervenir dans le jour qui vient de la CENI, mais aussi de la Cour constitutionnelle, que nous puissions avoir des dirigeants à la tête de ces deux institutions précitées, de gens qui connaissent le matière. Et pour la CENI, nous avons proposé M. Jonas Tchombela de la société civile, eu égard à son combat et à son sacré combat pour la garantie des droits et libertés fondamentaux des citoyens, mais aussi pour la Cour constitutionnelle. Nous avions proposé le nom du professeur André Mbata, que je connais personnellement et que je salue d'ailleurs sa dextérité en matière de droit constitutionnel, pour nous éviter cette forme de déplacement d'intelligence que nous avions connue dans le chef de celui qui était à la Cour comme tête, sans pour autant avoir le background en termes de droit constitutionnel. Vous allez passer vos coordonnées à ceux qui veulent continuer le débat avec vous. Merci beaucoup. Je suis M. Manix Iyenda Bofaya, acteur politique, le coordonnateur de communicateurs de changement. Pour ceux qui veulent me contacter, c'est
tellement simple. Contactez-moi au plus 243 82 12 98 955. Je répète, plus 243 82 12 98 955. Je ne pouvais peut-être pas clore ces débats sans pour autant dire merci à mon co-débatteur, Christian. Alors, Christian, vous allez regarder la caméra, vous allez donner votre numéro, mais avant, parlez-nous de l'association des oui, d'abord, l'Assemblée des hommes libres. Je dois d'abord féliciter mon ami Manix Yenda pour leur initiative sur le communicateur du changement. Pour s'être opposé, d'ailleurs, moi je les appelle pas les bérets, hein, moi je les appelle les chapeaux des bains. Hein? Ah, les bérets rouges, là. Bon, je ne cite pas. Moi, je sais que j'ai vu des gens qui ont mis des chapeaux des bains de toutes les couleurs possibles, mais ils aiment bien mettre leur chapeau des bains, surtout qu'il pleut à tout moment. Tant mieux pour eux. Alors, il faut s'opposer à ça. Moi, j'encourage, je soutiens cette idée-là. Mais pour ce qui concerne l'Assemblée des hommes libres, la correspondance, elle est là. Nous avons déjà saisi le président de la République, chef de l'État. Nous avons aussi saisi en copie le président de la CENI, ministre de l'Intérieur, ainsi que le gouverneur Jean-Tini Ngobila. Ben, pourquoi? Parce que Jean-Tini Ngobila avait nommé il y a peu les bourgmestres à titre provisoire. Donc ça voulait dire, si c'est provisoire, donc c'est en attendant les élections, parce que nous ne sommes plus dans le régime des nominations des bourgmestres. Malheureusement, le 4 décembre de cette année, et la date qui était prévue dans le calendrier électoral, Félix Tshisekedi était au pouvoir depuis janvier, donc c'était possible d'organiser les élections locales à la fin de cette année comme c'était prévu dans le calendrier électoral. Il me semble qu'il n'y avait pas l'argent, mais comme il n'y avait pas l'argent, nous exigeons ceci, que les membres de la CENI puissent d'abord démissionner, en commençant par eux, et ensuite que ce soit aussi le cas pour toutes les autorités des entités territoriales décentralisées, parce que la question que nous sommes en train de nous poser, en quoi est-ce qu'ils sont encore légitimes pour exercer le pouvoir? Nous l'avons dit pour Joseph Kabila. Le 20 décembre, c'est fini Joseph Kabila. Alors, le 4 décembre, c'est fini pour les autorités des entités territoriales décentralisées. C'est parce qu'ils ne sont pas en fonction que Jean-Tini Ngobila s'arroge de prendre même les taxes sur les parkings ici, alors que ça relève des communes. Imaginez-vous si les communes commencent à percevoir ça. C'est que ça peut créer comme emploi. Donc, au finish, à partir du 4 décembre, à Boupia, c'est fini pour tous les bourgmestres nommés illégalement. C'est fini pour tous les maires, tous les maires et toutes les autres autorités des entités territoriales décentralisées. Pour ceux qui sont épris de paix, ceux qui sont épris de bonne gouvernance, alors l'Assemblée des hommes libres est là. Nos bureaux se trouvent à Kitambo Magasin. Vous pouvez déjà nous contacter à travers le numéro 081 480 24 15 ou le 081 20 833 84. C'en est fini. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous avez suivi les communicateurs du changement, et vous avez suivi un autre communicateur de l'Assemblée des hommes libres. Et donc, vous avez suivi cette émission qui, d'abord, est libre et aussi prône le changement. Je vous dis merci, je vous retrouve très prochainement. Que la paix nous esprits et que Dieu bénisse la RDC.